Avez-vous déjà eu la nostalgie d'un lieu où vous n'êtes jamais allé, ou regretté une époque que vous n'avez jamais vécue? C'est ce que j'ai ressenti en pensant au Japon des années 80 et 90. La simple évocation de ces deux chiffres éveille en moi un sentiment très étrange, comme si nous avions perdu quelque chose d'important sur le chemin du présent. À l'époque, le Japon n'était pas seulement un pays, mais un rêve collectif, où tout allait vers le haut, où les gens croyaient que demain serait définitivement meilleur qu'aujourd'hui. C'était l'ère des néons, de la musique qui résonnait dans la nuit, des sourires qui portaient une foi réelle en l'avenir. Je voudrais vous emmener, remonter le temps, pour observer cette ère dorée de nos propres yeux, non pas pour la pleurer, mais pour comprendre pourquoi nous ne cessons de nous en souvenir jusqu'à aujourd'hui. Et pour ce faire, nous devons d'abord commencer par le fondement qui a fait croire à tout le pays qu'ils tenaient l'avenir entre leurs mains. 1. L'économie et le sentiment que demain sera meilleur. Imaginez que vous vous réveillez un matin de 1988, que vous vous habillez et que vous sortiez dans la rue avec la certitude que votre vie allait dans la bonne direction. Au Japon de l'époque, la croissance économique n'était plus un simple terme dans les journaux, elle était directement perceptible dans le portefeuille de chacun. À la fin de l'année, de nombreux employés recevaient des primes équivalent à 3, 4, voire 6 mois de salaire, non pas par chance, mais parce que c'était presque la norme. L'emploi à vie n'était pas un rêve de luxe, mais une promesse silencieuse entre l'entreprise et l'employé. On apporte sa contribution et en retour, on obtient la stabilité, un avenir prévisible. La classe moyenne japonaise atteignait son apogée, le pouvoir d'achat était fort, les biens d'importation autrefois luxueux devenaient familiers, de nouvelles technologies apparaissaient constamment. Mais le plus important n'était pas dans les chiffres, mais dans l'atmosphère optimiste qui imprégnait la société, le sentiment que tous construisaient ensemble quelque chose de grand, de durable et de fier. Cette croyance illuminait tout le pays, et lorsque la nuit tombait, Tokyo commençait à montrer un autre visage, plus brillant et plus vivant que jamais. 2. La nuit de Tokyo, qui ne dormait jamais. Lorsque l'aiguille atteignait 6 heures du soir, la journée de travail se terminait, mais la vraie vie ne faisait que commencer. Je me souviens de la sensation de sortir du bureau, au milieu des flots de personnes qui se déversaient dans les rues illuminées, où Tokyo semblait n'avoir jamais connu le concept de repos. Le nomikai n'était pas une corvée, mais un rituel familier où les collègues devenaient des amis, où les hiérarchies disparaissaient après quelques verres de saké et des rires spontanés. Des izakaya bondés de Shinjuku, Shibuya jusqu'à Roppongi, partout régnait une énergie. Le karaoké n'était pas seulement un divertissement, c'était une thérapie collective de l'âme, où chacun pouvait prendre le micro et devenir une star pour quelques minutes, qu'il chante bien ou non. Ensuite venaient les boîtes de nuit, les lumières clignotantes, la musique entraînante, les gens qui profitaient pleinement de l'instant présent, sans caméra, sans médias sociaux, seulement des expériences réelles. La nuit ne se terminait qu'au départ du premier train du matin, laissant un rare sentiment de liberté, comme si la vie ne se résumait pas qu'au travail. Et dans ce rythme de vie, il y avait un endroit qui est devenu le cœur de la jeunesse japonaise, où toutes les générations se retrouvaient pour une passion commune. 3. Les arcades, là où la jeunesse se rassemblait. Si je devais choisir un espace qui incarne le mieux l'esprit du Japon de l'époque, je vous emmènerais dans une salle d'arcade. Dès que l'on ouvrait la porte, on était immédiatement entouré par le bruit des pièces pondant dans les machines, la musique électronique et les acclamations. Il y avait Street Fighter 2, Pac-Man, Donkey Kong, des jeux qui sont des légendes aujourd'hui, mais qui étaient alors simplement des nouveautés passionnantes. Les arcades n'étaient pas seulement des lieux pour jouer, c'étaient des points de rencontre après l'école, des endroits où l'on se faisait des amis parce que les deux étaient bons au même jeu, où des compétitions excitantes mais respectueuses avaient lieu. Presque chaque quartier avait au moins une salle d'arcade, et à Shibuya ou à Akihabara, des bâtiments entiers de plusieurs étages étaient dédiés à cet univers. Cette expérience était physique, si réelle qu'elle ne pouvait être copiée. La sueur, les rires et la présence des autres créaient un sentiment de communauté qu'on n'avait jamais en jouant seul. C'était une partie importante de la jeunesse japonaise, une culture qui a progressivement disparu, mais dont les traces persistent, surtout sur les grands écrans et dans les pages de manga qui ont changé le monde entier. 4. Anime, manga et le moment où le Japon a touché l'imagination du monde. Alors que les salles d'arcade restaient illuminées dans les rues,
Le Japon créait silencieusement et secrètement une révolution culturelle sur l'écran et dans les pages de bande dessinée. En 1988, Akira est apparu et a ébloui le monde entier, non seulement par ses images ou son intrigue, mais parce qu'il a prouvé que l'anime pouvait être sombre, adulte et d'une véritable profondeur artistique. Le monde entier a commencé à voir le Japon d'un autre œil. Peu après, Dragon Ball puis Dragon Ball Z sont apparus et sont devenus le souvenir commun de toute une génération. Des enfants qui attendaient chaque épisode, en discutaient dans la cour de l'école et rêvaient de pouvoirs surhumains. Sailor Moon a encore changé la donne en présentant des jeunes filles comme des héroïnes avec une personnalité, des émotions et des responsabilités claires. Parallèlement, le studio Ghibli a créé des œuvres qui transcendaient les limites d'âge, à la fois délicates et percutantes. Le manga était partout, dans les trains, dans les supérettes, entre les mains des employés de bureau et des écoliers. Le Japon ne se divertissait pas seulement lui-même, il façonnait l'imagination du monde entier, et toutes ces choses avaient un rythme commun qui résonnait chaque jour dans la vie urbaine. 5. City Pop, le son d'une ère optimiste. Si je devais choisir quelque chose qui résume l'esprit du Japon des années 80 et 90, je choisirais la musique, en particulier le City Pop. Je m'imagine encore rouler en voiture une nuit d'été à travers Tokyo, la vitre baissée, le vent chaud s'engouffrant et la radio jouant des mélodies douces, des basses claires, des synthétiseurs brillants, des voix douces qui racontent l'amour, la vie urbaine et le plaisir de l'instant présent. Des noms comme Tatsuro Yamashita ou Maria Takeuchi n'étaient pas des phénomènes de niche à l'époque, mais des sons familiers à la radio, dans les magasins, les cafés et les clubs. Le city pop n'était pas seulement une musique de fond, il accompagnait le rythme de vie de millions de personnes et reflétait la confiance en soi et l'optimisme de toute une société. La particularité est que, bien que cette ère soit passée, des chansons comme Plastic Love vivent encore aujourd'hui, découvertes par les générations suivantes et ressenties avec une étrange nostalgie. Car dans ces mélodies se trouve quelque chose que nous semblons avoir perdu, et lorsque la technologie entre dans nos vies, ce sentiment magique prend une forme complètement différente. 6. Mode et identité individuelle. Lorsque la société a eu suffisamment confiance en l'avenir, les gens ont commencé à s'autoriser à être différents. Le Japon des années 80 et 90 n'avait pas un seul cliché de mode, et c'est précisément cette absence de règles qui a créé une explosion créative. À Shibuya, des filles ganguro sont apparues avec une peau artificiellement bronzée, des cheveux blonds platine et un maquillage fortement contrasté, comme une déclaration silencieuse contre l'image traditionnelle de douceur. Parallèlement, le visual kei a poussé l'extravagance à l'extrême. Des groupes avec des costumes dramatiques, un maquillage prononcé, un mélange de rock, de gothique et de théâtralité, estompant les limites du genre et des normes sociales. À Harajuku, la culture kawaii et la Lolita Fashion ont transformé la mignonnerie en art, où chaque tenue était un monde en soi. Le plus remarquable n'était pas la différence, mais la manière dont la société l'accueillait. Très peu de jugement, beaucoup d'acceptation, du moins dans le domaine de la jeunesse. C'était un moment rare où la personnalité individuelle était respectée, et cet esprit de liberté s'est étendu aux expériences quotidiennes, du shopping à la façon dont les gens percevaient leur ville. 7. La tradition, main dans la main avec la modernité. Entre les gratte-ciel et la vie trépidante, il y avait des choses au Japon qui n'ont jamais disparu. Les festivals Matsuri continuaient d'avoir lieu régulièrement dans chaque quartier où les lanternes s'allumaient, les tambours taiko résonnaient et 3 générations s'unissaient dans un espace commun. Yakisoba, Barbapapa, jeux de pêche, tout cela créait un sentiment de communauté très réel où la technologie ne dévorait pas les gens mais se tenait à leur côté. J'ai vu des jeunes aux cheveux teints aider des personnes âgées à traverser la rue, des conversations simples qui reliaient le passé au présent. Ce n'était pas de la nostalgie, mais une continuité, une société suffisamment sûre d'elle pour préserver ses racines tout en avançant. C'est précisément cet équilibre qui rendait cette époque si spéciale, et c'est aussi la raison pour laquelle, en rétrospective, nous ne nous souvenons pas seulement d'images ou de sons, mais d'une croyance collective qui existait autrefois si clairement. 8. Pourquoi cette ère nous hante encore ? Plus je plonge dans ce souvenir,
plus je réalise que ce qui a rendu le Japon des années 80 et 90 impérissable ne résidait pas dans les néons, la technologie ou la richesse. Ce qui nous hante, c'est le sentiment de certitude que l'avenir est ouvert, que les efforts d'aujourd'hui seront récompensés demain. À l'époque, les gens osaient faire des plans à long terme, osaient croire au travail, à la communauté, à la société qu'ils contribuaient à construire. Tout semblait ordonné, significatif et surtout orienté vers un but. En regardant le présent, où le monde est devenu plus individualisé, plus incertain et plus fragmenté, le souvenir de cette époque est comme un miroir qui reflète ce que nous pensons avoir perdu. Ce n'est pas seulement une nostalgie esthétique, mais le désir ardent d'une foi commune, d'une énergie collective qui a jadis fait croire aux gens que la vie et l'effort en valaient la peine. Et c'est de cette lacune que notre histoire parvient à son dernier adieu, où toutes les réflexions sont résumées en une question simple mais lancinante.